Bienvenue sur le podcast de la Tendance Claire. Aujourd'hui, on revient sur les liens entre la Tendance Claire, qui était une tendance historique du NPA, avec la France Insoumise, parce que de plus en plus de camarades de l'ATC militent au sein de l'AFI. Et donc on est avec Tristan et Ludovic pour qu'ils expliquent notre démarche de militer au sein de l'AFI. Ça date pas de cette année, l'ATC avait déjà décidé de faire la campagne Mélenchon en 2022. Ludovic, est-ce que tu peux revenir là-dessus ? Oui, en effet, alors même que nous étions une tendance du NPA et que le NPA avait décidé pour la troisième fois de présenter la candidature de Philippe Poutou, nous avons pour notre part décidé de soutenir la campagne de Jean-Luc Mélenchon parce que nous pensions que la candidature de Philippe Poutou n'était pas utile à ce moment-là dans le paysage politique. C'était la troisième. On ne pensait pas qu'elle puisse apporter quelque chose de nouveau ou de différent. Alors que celle de Mélenchon, on a analysé qu'elle aurait une dynamique importante dans la situation, après des moments de lutte assez significatifs, puisque dans les années précédentes, il y a eu non seulement les mouvements contre la loi travail, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu la lutte contre la première réforme des retraites de Macron qui avait été interrompue par l'épidémie du coronavirus. Et de manière générale, l'état de la gauche faisait qu'un espace de plus en plus important s'ouvrait pour la formation de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, et qu'on pensait la plupart des gens qui cherchent une alternative à ce système se tourneraient vers cette candidature. Donc en octobre 2021, la Tendance Claire a fait une assemblée générale au cours de laquelle, à la majorité, elle a décidé de ne pas faire la campagne de Philippe Poutou, mais celle de Mélenchon. Donc à ce moment-là, Mélenchon était crédité de 10% dans les sondages, donc ce n'était pas évident comme choix du point de vue des raisons que j'ai données, mais on a analysé qu'il y aurait une dynamique. Alors déjà en 2017, il y a eu un départ qui pouvait sembler modeste et finalement Mélenchon a eu un score assez important à la fin du premier tour. Mais là, on a pensé que ce serait encore plus vrai en raison des conflits des années précédentes et de l'état général du pays. Et force est de constater que les faits nous ont donné raison, puisque Jean-Luc Mélenchon a failli passer au deuxième tour, qu'il a fait plus de 21% des voix, et qu'en fait, il aurait dû être au deuxième tour du point de vue de la logique politique, puisqu'on peut analyser que c'est la candidature de Roussel qui l'en a empêché en faisant 3%. Donc, ce qui manquait à Mélenchon pour être devant Le Pen. Sachant qu'en 2012 et en 2017, c'était une candidature commune de la France Insoumise et du Parti communiste. Et donc, si cette dynamique avait été maintenue pour 2022, il est évident que Mélenchon aurait été au deuxième tour. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette campagne-là, parce qu'on a pensé que cette candidature de rupture partielle avec le système avait des chances de déboucher sur un très bon résultat politique. Tristan, tu voulais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Ludovic ? Oui, je voulais dire que Mélenchon, en plus, il a compris quelque chose. En 2020, le 10 novembre 2020, lorsqu'il a participé à la marche contre l'islamophobie, il a compris que la question de la persécution et du racisme qui s'exprimait en France, notamment à l'égard des personnes assimilées musulmanes ou musulmanes, bon, il a compris qu'il y a eu un tournant dans le caractère raciste là, du gouvernement Macron, etc. Et donc en participant à la marche contre l'islamophobie, en fait, il a vu et il a montré qu'il s'intéressait aux questions des classes populaires et des classes populaires non blanches, euh, et qu'il y avait un enjeu politique à se saisir de ces questions-là. Et donc, à partir de là, il s'est quand même détaché de toute une partie de la gauche, disons, gauche bourgeoise, un peu traditionnelle en France, pour marquer un nouveau territoire, pour marquer une politique, pour dire que la bataille contre l'islamophobie, la bataille contre le racisme, ces batailles-là, c'était des batailles qui étaient centrales et qu'il fallait s'en ressaisir pour porter justement un programme progressiste. Et d'ailleurs, c'est ce qui continue de s'incarner aujourd'hui avec la Palestine.
Oui, parce qu'on peut dire que la France insoumise, c'est la seule force qui sauve l'honneur de la gauche dans cette séquence, puisque c'est une organisation qui a immédiatement exigé qu'il n'y ait aucune riposte israélienne sur les Palestiniens suite aux attentats du Hamas. Et qui depuis tient la ligne malgré toute l'hostilité des médias, du pouvoir, etc., qui vont jusqu'à accuser Mélenchon d'antisémitisme, enfin des choses absolument abjectes. Et la France insoumise a tenu, tient encore aujourd'hui, en exigeant le cessez-le-feu et en refusant les amalgames. Donc je pense que Tristan a raison de dire que c'est un moment très important quand Mélenchon et la France insoumise ont décidé d'intégrer la question de l'antiracisme dans leur orientation, dans leur programme, et ça rejoint des positions, donc en l'occurrence anti-coloniales et anti-impérialistes. C'est très important dans la situation politique parce que malheureusement, on voit à quel point elle est difficile, hein, puisque sur la question palestinienne et sur la question des massacres, en dehors de cette voix et de quelques autres, c'est un silence assourdissant alors que un génocide est en cours. D'ailleurs, sur ce point, n'hésitez pas à aller écouter le premier épisode de notre podcast au sujet de la Palestine et des réactions des différents membres de la classe politique à ce sujet. En même temps, ce soutien à la campagne de Mélenchon se faisait sur une base critique. Alors oui, en effet, c'était un soutien critique, puisque nous réclamons de la révolution, nous réclamons du communisme, alors que Mélenchon, la France insoumise, sont plutôt d'une orientation qu'on appelle réformiste traditionnellement, sous des formes particulières d'ailleurs, avec un lien au mouvement ouvrier qui est pour le moins ténu, mais avec aussi une dynamique qui est en partie nouvelle, puisque la France insoumise a eu très tôt conscience des questions écologiques, par exemple, beaucoup plus que les secteurs du mouvement ouvrier traditionnel, et y compris beaucoup plus qu'une grande partie de l'extrême gauche elle-même. Elle a pris des positions progressistes sur les questions qu'on appelle sociétales, mais qui sont fondamentales, sur le féminisme, sur l'antiracisme, etc. Et dans le programme de la France insoumise, elle a réussi à élaborer sur l'ensemble des questions de la société des réponses précises et concrètes. Donc on a pu s'y confronter, c'est-à-dire qu'on a lu attentivement ce programme, on a trouvé que les réponses étaient dans la plupart des cas progressistes, c'est-à-dire que si concrètement elles étaient mises en œuvre, il y aurait des améliorations très importantes des conditions de vie des travailleurs et de la population en France, mais en même temps en partie illusoire, c'est-à-dire que faute d'une remise en cause profonde du capitalisme et de ses institutions, le programme de l'AFI ne nous donne pas en fait les clés, ne nous donne pas les moyens pour la mise en œuvre, y compris de ce programme lui-même. Donc on a fait des analyses à la fois programmatiques et stratégiques. Programmatiques dans le sens où les mesures, quoique progressistes, ne vont jamais jusqu'au bout, et stratégiques dans le sens où, même quand elles sont progressistes, on ne pense pas que la seule élection de Mélenchon et même d'une majorité de députés de la France insoumise puisse suffire à les mettre en œuvre. Donc ça, c'était en 2022, pendant la campagne présidentielle. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de camarades de l'ATC qui militent au sein de la France insoumise. Est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche ? Oui, alors en effet, nous, pour les mêmes raisons que nous avons fait la campagne de Mélenchon, nous militons aujourd'hui enfin pas tous les camarades, mais une majorité de camarades de la Tendance Claire militent dans les groupes d'action de la France insoumise. Donc nous participons aux actions et aux discussions loyalement. On peut y défendre nos propres positions. On dit quand on n'est pas d'accord, on dit quand on est d'accord, on fait les actions quand on est d'accord avec ces actions. Donc par exemple en ce moment, la France insoumise a décidé de commencer à lancer la dynamique pour la campagne des élections européennes. Donc nous, on défend l'idée qu'il faut une liste indépendante de la France insoumise. Donc apparemment, c'est ce qui va se passer parce que les autres composantes de la NUPES ne veulent pas d'alliance avec la France insoumise. Mais nous soutenons depuis longtemps qu'il ne faut pas se présenter avec les autres composantes de la NUPES. En réalité, dès les législatives de 2022, ont suivi donc la présidentielle, nous avons été en désaccord avec le fait même de l'accord NUPES. Nous pensions qu'il fallait que la France insoumise, dans la dynamique de la campagne présidentielle, présente ses propres candidats, quels que soient leurs résultats,
Et on pense qu'ils auraient très bien pu faire un très bon résultat en étant autonomes et indépendants, parce que beaucoup de gens n'ont pas voté pour les députés de la NUPES, qu'ils soient FI ou d'autres organisations, parce qu'ils détestent à juste titre le Parti socialiste en particulier, en raison de la politique qui a été menée par les différents gouvernements, et notamment par Hollande, le plus récent, qui a été une politique réactionnaire et contraire aux intérêts des travailleurs. Donc, on pensait qu'il était tout à fait pertinent et efficace de présenter des candidats seulement FI et pas NUPES, pour construire une organisation nouvelle. Et donc, on a critiqué l'accord NUPES. Alors, pour les européennes, du coup, on se réjouit que la France insoumise se présente sans le Parti socialiste et les Verts, sans ce qu'on appelle la gauche bourgeoise. Et nous sommes en désaccord avec ceux et celles des camarades dans la FI qui défendent cette orientation, puisqu'il y en a beaucoup qui le font, y compris la direction aujourd'hui dit publiquement qu'elle regrette qu'il n'y ait pas une lutte commune pour les européennes. Nous, on n'est pas du tout de cet avis. On pense qu'il faut une alternative. Il faut construire un mouvement qui soit en rupture radicale avec le Parti socialiste, avec les Verts et même avec le Parti communiste, qui sont des organisations qui ont été au pouvoir à plusieurs reprises au cours des 30 dernières années, qui ont fait des politiques contraires aux intérêts des travailleurs et qui, aujourd'hui encore, soutiennent très souvent des positions réactionnaires ou des positions libérales, des positions tout à fait conformes aux exigences du capitalisme, avec un petit vernis de gauche, mais nous ne pensons pas que ce sont des organisations de rupture. La France insoumise a un discours différent et on pense qu'elle doit le porter dans toutes les classes de la société et tout particulièrement dans les classes populaires. C'est ce qui manque le plus aujourd'hui. Et dans ces classes populaires, où il est difficile de faire de la politique, où le Front National progresse, etc., il est clair que faire des alliances avec le Parti Socialiste, ça n'est pas audible et que c'est une faute politique très importante. Donc, on participera à cette campagne pour les européennes. Cela dit, nous, on pense que les élections, c'est qu'un aspect de la politique, ce n'est pas le plus important. Et donc, dans les GA où nous sommes, nous préconisons également qu'il y ait une activité, comme par exemple celle de soutenir des grèves, de participer aux luttes. Donc, bien sûr, c'était le cas pendant le grand mouvement sur la réforme des retraites. Il faudrait un plan de bataille pour indiquer les conditions auxquelles on pourrait remporter des victoires contre ce gouvernement. Donc, il y a des choses à débattre dans les GA qui ne relèvent pas que des élections, qui sont des décisions politiques fondamentales concernant à la fois les questions de programme, les questions de stratégie et les questions d'action immédiate. Donc, ce que tu dis, là, Ludovic, c'est que nous, à la TC, on prône plus d'activisme et moins d'électoralisme à la FI. Tristan, est-ce que tu aimerais développer ce point-là ? Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la FI, il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire que c'est un appareil qui est capable de mobiliser largement ses militants et ses militantes et ses sympathisants, sympathisantes dans le cadre des campagnes électorales, en particulier dans le cadre des campagnes présidentielles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont beau partir très très loin dans les sondages, au fur et à mesure que la campagne s'intensifie et qu'il y a des gens qui y participent, ils grimpent dans les sondages et ils touchent de plus en plus de monde. Mais par contre, la FI n'arrive pas vraiment à mobiliser dans les mobilisations sociales. Et ça, c'est un peu une de leurs faiblesses structurelles, je ne sais pas, mais en tout cas une faiblesse qui est récurrente. Nous, c'est pas tant qu'on prône plus d'activisme et moins d'électoralisme, mais c'est plutôt que il y a des moments politiques dans lesquels il faut être capable de mettre ses forces au service du mouvement. Et voilà, ça a été rappelé, il y a plusieurs moments qui nécessitent ça. Mais par exemple, on voit même là dans le cas de la politique par rapport à la guerre, au massacre qu'il y a à Gaza, si les parlementaires de la France insoumise, pour beaucoup d'entre eux et elles, arrivent à percer le plafond de verre médiatique, dans les mobilisations, dans les manifestations de rue, etc., quand bien même la FI appelle à participer, à chaque fois, il y a peu de militants, de militantes. Souvent, ce n'est pas du tout eux qui sont majoritaires, alors qu'ils ont une audience et une capacité de mobiliser qui est bien plus grande, a priori, que notamment les organisations, disons, anticapitalistes, révolutionnaires d'extrême gauche. Et donc ce paradoxe-là, c'est quelque chose qu'il faut réussir à dépasser. Et c'est pour ça que dans les groupes d'action, qui sont vraiment les groupes de base, qui regroupent des gens qui sont sincères dans la majorité du temps,
eh bien, il faut réussir à lier la question électorale et la question de l'intervention dans les luttes sociales. Voilà. Et à partir du moment où la FI sera vraiment capable d'investir ces milieux-là et de porter une politique dans ces milieux-là, bah là, on pourra commencer vraiment à réfléchir sur la question de faire grossir l'organisation et d'avoir une intervention un peu sur tous les fronts et avec une capacité égale et un impact important dans tous ces espaces. En outre, tu parles d'organisation parce que la FI n'est pas un parti. Ils se définissent comme mouvement et selon nous, ça pose problème. Est-ce que tu peux expliciter notre position par rapport à ça? La France insoumise, c'est un mouvement gazeux, donc c'est une forme de théorisation, un peu de dire que les partis politiques traditionnels ont fait leur temps car ils ont fait leurs preuves. Euh, on- la rhétorique qui est utilisée dans la FI, c'est de dire, bon, bah voilà, les vieux partis, ça n'a pas permis de gagner. Voilà, il y a eu des avancées pour certains, mais ça n'a pas permis de gagner et qu'aujourd'hui, les gens, j'utilise des guillemets, mais ne se reconnaîtraient pas dans des organisations avec un tel fonctionnement. Ce qui est peut-être vrai en partie. Il y a beaucoup de bilans à tirer de ce qui a été fait dans ces organisations politiques. Mais le mouvement gazeux, pour l'instant, en tout cas, n'arrive pas à faire ses preuves réellement non plus. En fait, jusqu'alors, quand bien même Mélenchon est augmenté en pourcentage en se rapprochant du second tour. Bon, il n'a pas encore atteint le second tour, quand bien même il y a eu beaucoup plus de députés là, qui ont été élus. Donc on voit que ça progresse, mais s'il s'agit de prendre le pouvoir dans le cadre de la Ve République, il faut une organisation d'une autre nature. On ne peut pas se contenter de quelque chose qui est flou, qui est vague et qui par ailleurs est en partie antidémocratique. La question de l'accès au pouvoir, c'est une question sérieuse et qui doit être menée avec sérieux. Pour cela, bon, il n'y a pas de recette magique ou quoi que ce soit. La question, c'est plutôt de réfléchir quel outil permettrait, dans un cadre électoral, d'atteindre les secondes marches, d'atteindre le second tour, voire plus. Et bien pour ça, il faut un outil dont les militants et les militantes peuvent se saisir par des débats, par des arguments, par des confrontations d'idées qui permettraient à la fois de se saisir pleinement des aspects programmatiques, mais aussi d'avoir une parole qui compte dans l'organisation. Ça, c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle, car la parole des militants et des militantes ne compte pas. Ce qui compte, c'est la parole des chefs qui décident. Donc nous, ce qu'on propose au sein de l'AFI, c'est plus de démocratie. En partie, c'est ce qu'on propose, bien sûr. Plus de démocratie, mais c'est-à-dire il faut que ce soit clair. Plus de démocratie, c'est des congrès qui décident de l'orientation qui va être défendue par l'organisation. Ce sont des mandats qui peuvent émaner de groupes d'action, d'assemblée générale, mais qui permettent de porter une parole collective. C'est un contrôle de la parole des élus, parce que quand même, aujourd'hui, dans la France insoumise, n'importe qui en fait peut s'exprimer au nom de l'organisation ou en son nom propre, mais il n'y a jamais de contrôle là-dessus. C'est jamais les militants qui peuvent avoir un avis à donner. En gros, les militants découvrent les positions dans les médias en même temps que n'importe qui, donc c'est quand même, il me semble, quelque chose qui a beaucoup de limites. Et voilà, donc la question de la démocratie, c'est la question de rendre accessible au plus grand nombre des idées politiques très larges et d'être capable d'en débattre dans un cadre sain, de faire des minorités et de faire des majorités, ce qui permet à un maximum de monde de se saisir de cet outil. Et nous, quelle alternative on propose pour l'organisation du mouvement de l'AFI? Comme Tristan l'a expliqué, en fait, on pense que le mouvement doit devenir une véritable organisation. En fait, le problème, c'est que comme il y a une méfiance objective à l'égard des partis, enfin, c'est un fait qu'il y a une méfiance à l'égard des partis, de la forme même du parti, les dirigeants de la FI en concluent qu'il ne faut plus de partis. En fait, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Le problème, c'est que s'il y a une méfiance, c'est parce que les partis qui se réclamaient des intérêts des travailleurs et de la population ont trahi ces intérêts. Le Parti socialiste et même le Parti communiste qui a contribué, participé à des gouvernements Mitterrand, Jospin, etc.
De manière plus générale, dans l'histoire, beaucoup des partis qui étaient progressistes n'ont finalement pas respecté leurs engagements. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas de parti, parce qu'il n'y a pas d'autre forme pour que les gens puissent faire de la politique de manière constante, de manière continue, pour transformer la société, ce qui est forcément une entreprise de longue haleine. Simplement, il faut des partis démocratiques. Et en réalité, cela n'a jamais véritablement existé. C'est le drame du XXe siècle. Il y a eu des partis sociaux-démocrates qui étaient dirigés par des bureaucraties ou des parlementaires de plus en plus coupés des masses. Et il y a eu des partis staliniens où la démocratie n'existait pas. Mais d'autres formes de partis sont possibles. Il faut des partis réellement démocratiques, avec une base qui soit active, une base qui soit formée, une formation permanente des camarades, avec des congrès où on élise des responsables et où surtout on décide des orientations. On assume qu'il y ait des majorités, des minorités, que les minorités aient le droit de s'organiser en tendance pour faire valoir leurs idées entre deux congrès, pour essayer d'influencer. Et en fait, il est normal dans une société démocratique qu'il y ait une pluralité d'opinions, y compris au sein des mêmes regroupements politiques. C'est une aberration, en fait, d'exiger le monolithisme, comme ça a été le cas du stalinisme pendant trop longtemps. Donc, le fait qu'il y ait eu une mauvaise histoire avec beaucoup de partis ne doit absolument pas conclure à l'idée qu'il faille seulement un mouvement gazeux. Donc, c'est ça que nous portons dans la France insoumise, et c'est une condition aussi pour que les gens s'y investissent pleinement en dehors des seules périodes électorales. Les gens ont besoin d'un cadre d'action, d'un cadre de discussion qui se construisent petit à petit, et pour nous, ça fait partie des réponses que l'on peut apporter à la méfiance à l'égard de la politique. Il faut s'inscrire sur la liste électorale, mais ça ne peut en aucun cas suffire. Ça ne peut pas suffire pour nourrir les besoins de politique qu'ont les gens et qui doivent être satisfaits tous les jours dans les luttes, tous les jours dans les idées, dans les discussions. On est évidemment toujours confronté aujourd'hui aux médias, aux réseaux sociaux. C'est difficile parfois de se faire une opinion éclairée et rationnelle. On a besoin de pouvoir discuter collectivement, de se réunir dans une ambiance sereine, dans une ambiance de fraternité, de sororité, une ambiance où tout le monde ait envie de participer, en tenant compte évidemment des contraintes des vies professionnelles et familiales. Mais il nous semble que c'est tout à fait moderne d'avoir cette idée-là de parti et que ça permettrait de massifier considérablement les cadres actuels de la France insoumise. Revenons plus précisément sur la question du programme de la France insoumise. Nous ne sommes pas d'accord avec les points mis en avant avec tous les points mis en avant par leur programme. Et d'ailleurs, on a publié une critique de ce programme. Est-ce qu'on peut en avoir les grandes lignes ? Oui, en fait, on est d'accord avec beaucoup de points du programme si on les prend isolément. Le problème, c'est qu'on n'a pas de stratégie globale pour leur mise en œuvre, puisque en dernière instance, le programme de la France insoumise nous dit que si Mélenchon est élu président de la République, alors il aura les moyens de la mise en œuvre de ce programme. Et nous ne pensons pas du tout que ce soit le cas. Donc il y a des questions, par exemple, institutionnelles. Sur le passage à la 6e République, qui est donc au cœur du programme de la France insoumise, le programme L'Avenir en commun dit que Mélenchon pourra recourir à un article de la Constitution de la 5e République pour convoquer un référendum afin qu'il y ait un processus constituant, qu'il y ait l'Assemblée constituante qui se réunisse et qui décide d'une nouvelle constitution. Mais en fait, il est très très peu probable que du point de vue constitutionnel, Mélenchon puisse faire ça, parce que l'article en question, il ne prévoit pas que la Constitution de la 5e République puisse s'auto-détruire. Ça n'existe pas, ça, dans une Constitution. Le Conseil constitutionnel, dont on sait qu'il a un pouvoir important, puisqu'il est capable de retoquer des lois, et on le voit de plus en plus souvent, évidemment, il ne laisserait pas passer ça. Donc c'est assez illusoire de faire croire aux gens qu'on va pouvoir passer à la 6e République en s'appuyant sur les mécanismes de la 5e. En réalité, pour faire une nouvelle République, il faut un processus révolutionnaire qui s'enclenche. Il faut que les travailleurs et les travailleuses se mobilisent, s'organisent, décident de ce qu'ils veulent faire.
Et nous pensons que, par ailleurs, le contenu d'une 6e République serait réellement démocratique si c'était le cas, s'il y avait des assemblées générales qui élisaient des délégués, qui les mandataient, que ces gens se réunissent, qu'ils votent, et que ce soit sous le contrôle de la population, avec la possibilité de les révoquer, avec des mandats qui changent, etc. Donc, ce n'est pas du tout le processus qui est décrit dans le programme pour passer à la 6e République. Si on part des institutions plus profondes de l'État, pas seulement la Constitution, mais l'armée, la justice, la police, la France insoumise fait des critiques qui sont justes en elles-mêmes et propose des mesures qui seraient progressistes, mais elle ne met pas en cause le fait même que la police soit un corps spécial séparé de la population. Elle ne met même pas en cause le fait qu'il y ait une armée professionnelle en France qui est spécialisée dans les opérations impérialistes à l'étranger, avec des bases en Afrique, avec des interventions dans des pays où en général les intérêts français sont menacés. Elle ne met pas en cause le fait que les juges soient des gens qui ne sont pas élus et qu'on manque de tribunaux où les citoyens eux-mêmes pourraient exercer la justice. Donc sur l'ensemble de ces questions, par exemple, nous avons une position qui est assez différente, puisque en gros les fonctions de police qui sont utiles à la population, il y en a beaucoup qui ne sont pas utiles et auxquelles il faut mettre fin, mais celles qui sont utiles à la population, en fait il revient à la population elle-même de les exercer à tour de rôle, avec des formations, avec l'élection des responsables, avec un contrôle permanent de la population. Pareil pour l'armée, nous sommes contre une armée de métier, il faut seulement une armée de défense qui s'appuie sur les citoyens et les citoyennes, avec là aussi de la formation, avec des assemblées où on décide de ce que l'on fait, de comment on le fait, avec des responsables qui soient élus. Et pour la justice, en fait, alors que les gouvernements depuis Hollande sont en train de mettre en cause les jurys populaires dans les cours d'assises, nous pensons au contraire qu'il faut étendre les tribunaux dans lesquels il y ait des jurys populaires, parce que si des jurys populaires sont capables de condamner des gens qui ont fait des crimes, ils le sont aussi pour l'ensemble des autres questions judiciaires, à condition d'être formés, à condition que du temps soit dégagé, à condition que, bien sûr, ils puissent être éclairés par l'avis des professionnels, mais la décision devrait revenir à des jurys populaires. Donc ça fait partie des questions structurelles, des fondements de l'État, avec lesquels nous ne sommes pas d'accord, parce que l'orientation générale de la France insoumise reste de type réformiste. Ils veulent plutôt réformer l'État pour que ce soit plus démocratique, alors que nous voulons que ce soit la population elle-même qui exerce le pouvoir dans toutes les sphères de la décision. Au-delà de la question des institutions de l'État, nous sommes aussi en désaccord à propos de l'Union européenne. Oui, parce que en fait, sur l'Union européenne, la France insoumise est évidemment critique, et donc nous soutenons les critiques qui sont adressées à l'Union européenne, mais elle ne remet pas en cause le cadre même de l'Union européenne. Et ce qui est plus grave, il y a même eu, de notre point de vue, une régression entre les campagnes de 2017 et 2022 sur cette question. Puisque en 2017, dans la campagne de Mélenchon, il était prévu, si vous vous souvenez, un plan A et un plan B. Si Mélenchon arrivait au pouvoir, il essaierait de négocier avec les autres États de l'Union européenne des mesures conformes à son programme. Et si les autres États, la Commission, etc., refusaient, alors le plan B, c'était de désobéir au traité, voire de rompre. Bon. Dans la campagne de 2022, l'histoire du plan B a disparu. Et donc, la critique de l'Union européenne s'est faite beaucoup plus discrète et beaucoup plus ténue. Or, en fait, il faut être réaliste, si même Mélenchon, sur la base de son programme et voulant mettre une politique même simplement réformiste en œuvre, était élu, eh bien, il est évident que les autres États de l'Union européenne, la Commission européenne, les capitalistes de l'Union européenne, feraient tout pour l'en empêcher. Donc, il ne serait pas possible de mettre en œuvre cette politique sans rompre avec l'Union européenne. Donc nous sommes pour une rupture anticapitaliste avec l'Union européenne. Et en plus, nous disons que même d'un point de vue réformiste, on ne peut pas mettre en œuvre le quart du dixième du programme de la France insoumise si on ne rompt pas avec l'Union européenne. On l'a vu dans d'autres pays, notamment évidemment en Grèce. Soit on s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne et alors on est obligé de se soumettre à la volonté des capitalistes et des institutions, soit on rompt avec elles, il n'y a pas vraiment d'alternative. Il n'y a pas seulement les institutions, il y a aussi les capitalistes, les patrons. Est-ce que ce n'est pas aussi eux qui ont le pouvoir? Comment se positionne la FI là-dessus? Et nous, est-ce qu'on est en accord avec cette position? Alors, en effet, c'est une question importante parce que
la tradition du mouvement communiste et du mouvement socialiste, c'était l'expropriation des capitalistes et au minimum, ou pour commencer, des grands groupes capitalistes, ceux qui structurent l'économie, ceux qui ont des positions qu'on appelle stratégiques, par exemple aujourd'hui les groupes du CAC 40 typiquement. Sur ce point, la France insoumise est très en retrait, même par rapport au programme du Parti socialiste des années 70. Puisqu'elle n'a pas l'orientation d'exproprier, de nationaliser les grandes entreprises. Il y a seulement pour quelques entreprises comme EDF où il est formulé quelque chose comme une renationalisation, mais c'est en passant, ça n'est pas central et ce n'est pas pour les autres entreprises, y compris celles qui ont été privatisées, et je le rappelle très souvent par des gouvernements de gauche, notamment sous Jospin. Et ça aussi, en fait, ça rend pas possible, pas réaliste la mise en œuvre du programme de la France insoumise. Si on veut mettre en œuvre les mesures qui en elles-mêmes sont encore une fois progressistes et précises et intéressantes, on est obligé de prendre le pouvoir économique. Donc de nationaliser les entreprises du CAC 40, c'est-à-dire d'exproprier les patrons sans indemnité ni rachat, évidemment, sinon ça ruinerait le budget de l'État. Il ne faut pas faire comme Mitterrand au début des années 80. Il faut les exproprier sans indemnité ni rachat, les placer sous le contrôle des travailleurs et des travailleuses et se servir de ces leviers économiques pour mettre en œuvre une politique de transformation globale. Et donc, le programme de la France insoumise est extrêmement discret sur ces questions, de sorte que ça paraît en fait assez utopique dans bien des cas. Des bonnes mesures qui sont énoncées les unes après les autres, mais on ne voit pas comment elles pourraient être mises en œuvre si, en réalité, on laisse subsister les grandes entreprises qui, aujourd'hui, font quand même la pluie et le beau temps dans ce pays et dont on sait très bien que quelqu'un comme Macron, par exemple, est un serviteur. Donc, c'est la réalité du pouvoir, c'est dans les mains de ces entreprises, beaucoup plus que dans les mains du chef de l'État. Donc, si on les laisse sans intervenir pour leur transformation en outils au service de la population, il est évident que Mélenchon, même avec le pouvoir de la Ve République, ne pourra pas faire grand-chose. Et pour conclure, on appelle les gens à faire quoi ? Eh bien, on appelle les gens à rejoindre largement la France insoumise, à construire la France insoumise, à se saisir des débats politiques qui peuvent traverser cette organisation. On invite les gens à participer aux mobilisations sociales et politiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'AFI, c'est un parti, c'est pas un parti, c'est une organisation, mais qui est dynamique, qui attire largement des jeunes notamment, qui propose une alternative politique, une rupture politique, même s'il y a toutes les limites qu'on a évoquées et il y en a d'autres. Donc on incite les gens à s'investir dans ce mouvement. Et par ailleurs, on invite aussi des gens qui, s'ils ont les mêmes critiques qu'on formule ou s'ils ont des questionnements autour des critiques qu'on formule, à venir nous retrouver pour discuter aussi avec nous de ce qui est possible de faire et d'échanger sur ce qu'on propose, nous, de faire dans le cadre de cette organisation, mais pas seulement, aussi plus largement. Merci Tristan et merci Ludovic d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast de la Tendance Claire. À bientôt.